Bonjour, c'est Chris Esson. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion de masse et tenter de comprendre si la notion de masse négative peut avoir une réalité physique. La physique actuelle cherche toujours la théorie qui permettrait d'unifier la physique quantique et la relativité générale. Mais les incompatibilités sont telles que la tâche semble insurmontable. Il suffit d'écouter les conférences d'astrophysiciens sur la matière noire ou l'énergie noire, ou de lire le livre de Jean-Pierre Luminet, L'écume de l'espace-temps, pour voir à quel point les physiciens sont dans un brouillard total et inventent des théories mathématiques de plus en plus fumeuses et de moins en moins compréhensibles pour aller dans le sens de cette grande unification. La matière noire est une notion qui a été introduite en astrophysique dans les années 1970, suite à la découverte par l'astronome américaine Vera Rubin de l'anomalie de vitesse des étoiles à la périphérie des galaxies spirales, étoiles qui vont beaucoup plus vite que ne le prévoit la relativité générale. L'astrophysicien Jean-Pierre Petit propose une approche alternative à la matière noire et fonde sa théorie Janus sur la présence de masse négative. On pourrait aussi dire d'énergie négative. Cette énergie négative, située autour des galaxies mais dans un univers jumeau, donnerait une force répulsive qui permettrait de maintenir ainsi la cohésion des galaxies spirales. Cette théorie est tout aussi spéculative que l'hypothétique matière noire. L'astrophysique officielle, ou la théorie Janus, s'appuie sur les hypothèses de la relativité générale, à savoir un vide qui est vide. La théorie Janus étendant la relativité générale à la notion de masse négative. Il existe pourtant une approche totalement opposée, basée sur un vide bourré d'énergie qu'on appelle l'éther, et nettement plus compatible avec la physique quantique, même si la physique quantique fait aussi face à un certain nombre d'incohérences. De nombreuses vidéos sur cette chaîne sont consacrées à l'étude de cette physique de l'éther, et nous allons voir ce qu'est la masse dans cette approche, et si la notion d'énergie négative peut y avoir un sens physique. Nous allons commencer par revoir la notion de masse, telle qu'expliquée dans la vidéo 63, en partant de la physique des particules et de son fameux boson de Higgs. Le mieux est d'écouter d'abord un extrait de l'excellente interview d'Étienne Klein sur ce sujet. Et puis en fait, il y a trois jeunes physiciens, qui ont de façon indépendante la même idée pendant l'été 64. Les deux premiers s'appellent François Englert et Robert Brout. Et puis de façon indépendante, un physicien écossais qui travaille tout seul, qui s'appelle Peter Higgs, écrit un papier en août 1964. Ces physiciens vont reprendre ce type d'argument pour dire peut-être que les équations du modèle standard qui disent que les particules élémentaires ont une masse nulle ont raison. Peut-être qu'il est vrai que les particules élémentaires ont une masse nulle. Et nous qui pensons que ce n'est pas le cas, peut-être nous nous trompons depuis très longtemps sur l'interprétation de ce qu'il faut appeler la masse. Peut-être que la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide, qui du coup n'est pas vide. Et donc ces gens vont supposer que le vide, ce qu'on appelle le vide, donc l'espace vide si vous préférez, contient en tout point de l'espace un champ un peu comme un champ de température, qui a une valeur en tout point. Et en l'occurrence, le champ en question s'appelle le champ de Higgs. On l'a appelé du nom du physicien écossais que je viens de citer, le champ de Higgs, qui est un champ scalaire. Scalaire, ça veut dire qu'il est très simple, il est décrit par un nombre scalaire, comme un champ de température. Il est partout présent dans l'espace. Et ils imaginent que les particules de masse nulle, qui sont toutes de masse nulle, comme le dit le modèle standard qui a raison, toutes les particules de masse nulle interagissent avec le champ plus ou moins fortement. Et c'est le couplage qu'elles ont avec le champ qui détermine leur masse. Nous voyons qu'elles ont une masse ou une inertie. On a l'impression que c'est elles-mêmes qui possèdent cette inertie et cette masse, alors qu'en fait, elles résultent de leur interaction. C'est comme si les particules se frottaient au vide. Alors cette image est évidemment à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas un frottement, c'est un couplage, comme on dit, il n'y a pas de dissipation. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ce qu'on appelle la masse, c'est simplement une mesure du couplage que les particules ont avec le vide qui n'est pas vide puisqu'il contient un champ.
On comprend donc que le champ de Higgs remplit le vide, et que les particules voulant accélérer subissent une résistance qu'on appelle la masse. C'est la notion d'inertie en physique. Cette masse s'appelle la masse inerte. Quelle différence entre le champ de Higgs et l'énergie du vide? Eh bien, on va voir que c'est exactement la même chose. Mais la masse apparaît aussi dans un champ de gravité. Et toute la relativité générale a été construite par Einstein à partir de ces deux notions de masse d'inertie ou masse inerte et de masse pesante, aussi appelée masse grave, en disant qu'elles sont équivalentes, ce qui conduit à dire qu'une accélération et un champ de gravité sont aussi équivalents. Ce principe s'appelle le principe d'équivalence de la relativité générale, mais Einstein n'apporte aucune explication physique pourquoi cela est vrai. Nous allons voir que l'explication est en fait très simple, avec la notion d'éther. Commençons par la masse inerte et l'accélération d'une particule dans le champ de Higgs, qui n'est rien d'autre que la pression de l'énergie du vide, donc la pression de l'éther. C'est un phénomène bien connu en mécanique des fluides, expliqué dans ce cours de Polytechnique de 1915, lorsqu'un corps est plongé dans un fluide parfait possédant une certaine pression. Un corps accéléré dans un fluide parfait avec une pression P homogène subit une augmentation apparente de sa masse proportionnelle à la densité du fluide et à un coefficient propre à la forme du corps. Là, la notion de masse d'inertie devient très simple à comprendre et s'appuie sur des notions de physique connues au début du XXe siècle, voire même avant. Venons-en maintenant à l'explication du principe d'équivalence. Dans la vidéo précédente numéro 78, mais aussi dans un certain nombre de vidéos de la chaîne, j'ai expliqué que la gravitation est l'accélération de l'éther qui est aspiré par la matière. Donc, dans un champ de gravitation, un corps au repos ou une particule est traversé par de l'éther accéléré. De la même manière que la masse inerte apparaît quand un corps cherche à accélérer dans l'éther, là, c'est l'éther qui accélère et qui traverse le corps au repos. Si le corps maintenant accélère dans un champ de gravitation, masse inerte et masse grave s'additionnent, car les deux vecteurs accélération de l'éther s'additionnent. En chute libre, c'est le contraire. Les deux vecteurs s'annulent. Le corps n'a pas d'accélération par rapport à l'éther, et sa masse s'annule. Si la gravitation est due à l'accélération de l'éther aspiré par la matière, la question légitime qu'on se pose est alors: où va l'éther? J'apporte une réponse dans la vidéo précédente, avec l'hypothèse supportée par quelques physiciens que l'énergie se dissipe sous forme d'ondes stationnaires de compression d'éther. Et on retrouve alors la notion d'association onde-particule de la mécanique quantique. Avec toutes ces explications, on va enfin pouvoir aborder la notion d'énergie négative. L'astrophysicien John Wheeler a inventé la notion de trou de verre dès 1957, permettant de créer des raccourcis dans l'espace-temps. Et Jean-Pierre Luminet, dans son livre L'écume de l'espace-temps, indique que l'astrophysicien Kip Thorne, prix Nobel de physique en 2017, a démontré en 1988 qu'il était possible de stabiliser un trou de verre pour le traverser grâce à de l'énergie négative, répulsive. On retrouve ces notions dans le film de science-fiction Interstellar, sorti en 2014, où Kip Thorne a collaboré. Dans son livre extraordinaire We Will Never Let You Down, Elena Danaan affirme avoir reçu des informations de son contact extraterrestre Thor Han sur la propulsion des ovnis, qui recoupe la théorie de l'éther, et qui précise que l'énergie négative existe vraiment. Ce serait la matière la plus précieuse de l'univers, car elle permettrait effectivement de réaliser des trous de verre, voire même des Stargates, qu'on peut connecter à volonté vers d'autres points de l'univers. Thor Han l'appelle aussi matière noire ou dark matter, mais attention, elle ne joue pas du tout le même rôle que la matière noire de l'astrophysique actuelle dans les galaxies. Donc cette énergie négative existerait vraiment. Peut-on se la représenter simplement? J'ai expliqué juste avant que la matière classique aspire l'éther, et l'énergie se dissipe dans des ondes de compression d'éther. Eh bien, pour de l'énergie négative, il faut alors inverser le processus. Cette matière noire consommerait l'énergie des ondes de compression
pour créer une surpression d'éther, ce qui donne alors une force répulsive et rendrait possible les théories de Kip Thorne. Donc, pour conclure, l'univers serait constitué majoritairement d'éther, pouvant se transformer en matière, et nul besoin de la matière noire de l'astrophysique actuelle ou de matière négative de la théorie Janus pour expliquer la vitesse des étoiles dans une galaxie spirale. Une explication beaucoup plus réaliste est qu'une galaxie spirale est en fait un gigantesque vortex d'éther, emportant les étoiles dans son courant et convergeant dans un trou noir au centre de la galaxie. Par contre, la matière négative aurait bien une existence réelle. Ce serait même la matière la plus précieuse de l'univers, permettant de créer des stargates, comme théorisé par Kip Thorne en 1988. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Bye bye.